Des siècles s'étaient écoulés depuis la dernière transmission du système solaire. Les archives annonçaient l'extinction de l'humanité après qu'une guerre finale eût réduit leur planète en cendres. Le Conseil galactique, saturé d'arrogance et de traités de paix, ne voyait aucune menace dans les cendres d'une race primitive qui pensait autrefois que les armes nucléaires faisaient d'eux des dieux. Puis Titan arriva. Le commandant Beckett se tenait immobile sur la passerelle, les bras croisés dans le dos, les bottes plantées sur l'acier massif, tandis que les étoiles s'étendaient devant lui. Le Vanguard, vaisseau de guerre de classe Titan, dernière et plus meurtrière relique de l'humanité, s'était glissé dans le système Epsilon Eridani sans prévenir, sans fanfare, sans appel. Juste une ombre de 9,0 mètres de haut éclipsant la nouvelle station du Conseil, tel un prédateur survolant sa proie. Le pont était silencieux, trop silencieux. Ce silence qui pesait non pas sur la peur, mais sur la certitude. Tous à bord s'étaient entraînés pour cela. Ils n'étaient ni des diplomates, ni des explorateurs. Ils étaient des armes, façonnées dans le creuset final de la chute de la Terre. La voix de Beckett, grave et froide, brisa le silence. Statut, orbite atteinte, commandant. Aucune résistance. La station du Conseil active ses boucliers. Leur flotte se dépêche d'intercepter, répondit le lieutenant Graves, un homme nerveux avec des cicatrices sous chaque œil et des mains immobiles. Réponse. Aucune. Ils nous scrutent, passifs. Être cherche-t-il à nous identifier. Ils n'ont aucune correspondance avec notre signature. Beckett eut un sourire narquois. Bien sûr que non. L'avant-garde n'apparaissait dans aucune base de données. C'était une technologie à petit budget venue de l'ancien monde, propulsée par des cœurs qui n'avaient pas besoin de nom. Des rumeurs disaient qu'elle avait été mise au rebut avant l'effondrement de la Terre. Les rumeurs étaient fausses. Maintenez votre position, ordonna Beckett. Ouvrez un canal direct, sans cryptage. Je veux qu'ils nous entendent haut et fort. L'officier des communications hocha la tête, tapotant l'écran du bout des doigts, jusqu'à ce qu'un léger grésillement emplisse la passerelle. Un instant plus tard, l'IA de traduction émettait un bip. Connexion établie. Ici le commandant Beckett du vaisseau de guerre Vanguard, dernier survivant du commandement militaire terrestre. Vous abritez un développement d'armes illégales dans un secteur neutre. Ceci est une violation de l'accord de l'héritage solaire. Respectez-le ou soyez effacés. Silence. À travers la galaxie, au cœur de la salle du Conseil de Belmora Prime, une douzaine d'espèces extraterrestres étaient figées, fixant la vidéo en direct. Les humains, eux, étaient de retour. Et pas en tant que diplomates. Le vaisseau de guerre n'était pas un vaisseau. C'était un monument de terreur. La signature thermique à elle seule éclipsait tout ce qu'ils avaient vu depuis les guerres Velkar. Sa coque était d'un noir mat, aux bords déchiquetés comme des os brisés. Son canon principal émettait une faible lueur rouge, pointant directement le réacteur principal de la station. L'ambassadeur Corten, un tacticien reptilien du domaine Trex, rompit le silence. Ce vaisseau de guerre, c'est un fantôme. Ils sont éteints. Ce doit être une ruse. Le chancelier Veillon, chef du conseil, se leva lentement. Pas de ruse. Ce n'est pas une simulation. De retour à l'avant-garde, le chronomètre s'écoulait. Beckett leur avait donné 60 secondes. Ils ne bluffaient pas. La Terre avait brûlé à cause des retards. Il n'y aurait plus de négociations. 45 secondes, annonça Graves. Le conseil répondit enfin. Une ligne de texte clignota sur l'écran de communication. Nous l'ignorions. S'il vous plaît, ne tirez pas. Beckett la fixa, indéchiffrable. Ils supplient toujours quand ils ont l'arme sous la gorge, murmura-t-il. Ils ont oublié qui nous étions. 30 secondes. Il se souvint de la terre. Des villes réduites en cendres. Des amis ensevelis sous des bunkers qui s'effondraient. Des politiciens qui fuyaient tandis que des soldats mouraient. Beckett avait vu son frère brûler vif lors d'une évacuation ratée. Il avait juré que si l'humanité retournait un jour vers les étoiles, ce serait sous la forme de rois ou rien. Et les rois ne s'agenouillaient pas. Appelez le canon principal, dit Beckett. L'avant-garde ronronnait, grave et menaçante. Les étoiles s'éteignirent à l'extérieur tandis que l'énergie montait dans la colonne vertébrale avant. Des lumières vacillèrent sur le pont. Le conseil envoya un autre message. Nous souhaitons négocier. Expliquons-nous. Les yeux de Beckett se plissèrent. Trop tard pour les explications, dit-il. La charge du canon principal baignait le pont de l'avant-garde d'une faible lumière cramoisie, un battement de cœur infernal pulsant dans chaque cloison. Un gémissement mécanique s'éleva,
résonnant à travers les entrailles du vaisseau tel un grondement d'avertissement. À l'extérieur du hublot, les étoiles tremblaient, noyées sous le bourdonnement furieux des systèmes de près, déclenchement destiné à anéantir les civilisations. Mais le commandant Beckett ne broncha pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, le message clignotant toujours comme un pathétique signal de désespoir. Nous souhaitons négocier, expliquons-nous. Expliquer, c'était fort. Il en goûtait presque l'ironie. Le Conseil galactique, ces lâches enfermés dans leur tour d'ivoire qui avaient tourné le dos à la Terre durant ces dernières heures, voulait maintenant s'expliquer. À l'époque, lorsque le système solaire implorait de l'aide, lorsque les réfugiés envoyaient des appels de détresse, lorsque les satellites brûlaient en orbite et que le ciel devenait rouge, ils n'avaient rien dit, pas un mot, pas de vaisseau, aucun soulagement, pas même un signe de tête. Et maintenant, il voulait parler. Canon à 92%, dit Graves. Sa voix était ferme, clinique. Verrouillage de la cible confirmé sur le cœur de fusion principal de la station. Rayon de vaporisation estimé, 700 km. Beckett hocha lentement la tête. Maintenez la charge. Il se détourna du hublot et se dirigea vers la table de commandement au centre de la passerelle. Un hologramme de la station planait au-dessus d'elle, un hub orbital gonflé en forme de fer à cheval argenté, enveloppé de boucliers inutiles et de tourelles à plasma archaïque. Une relique de l'ère de paix. Elle n'était pas conçue pour la guerre, elle était conçue pour l'arrogance. « Montrez-moi la flotte du Conseil », dit Beckett. Un second hologramme s'anima. 6 navires, une petite formation d'escorte, 2 cuirassés, 10 croiseurs, 4 esquifs de patrouille. Une réponse typique du Conseil. Une puissance de feu suffisante pour effrayer les contrebandiers ou réprimer une révolte dans une colonie isolée. Mais ils n'étaient pas venus pour combattre. Ils étaient venus pour observer, pour contenir. Ils n'avaient même pas activé la formation de combat. Ces imbéciles ont cru que Vanguard était un bluff. Un bluff? Ils n'en avaient aucune idée. Commandant, dit Graves. Transmission entrante. Direct visuel. Beckett se retourna. L'écran au-dessus de la table de commandement vacilla. Et elle était là. Chancelière Veillon. Même à des années-lumière, sa voix était claire, son ton sec et poli. Son visage était celui de 1000 réunions de comité et de 0 bataille. Des traits doux, des yeux qui lançaient des éclairs nerveux, des lèvres trop aguerries à la diplomatie. Commandant Beckett, dit-elle, nous reconnaissons votre présence et votre autorité. Le Conseil ignorait que la Terre entretenait encore des flottes opérationnelles. Cette rencontre, bien qu'alarmante, ne devait pas se terminer par des violences. Beckett ne répondit pas. Veillon poursuivit, visiblement perturbé par son silence. Nous avons consulté nos archives historiques. La chute de la Terre a été marquée comme un événement fatal. Aucune transmission, aucun survivant. S'il y avait eu des signes de vie, nous aurions réagi de manière appropriée. Beckett s'est finalement avancé. Le flux visuel s'est ajusté, dévoilant pleinement son visage. Ciselé, buriné, ses yeux comme de la pierre gelée. Une cicatrice courait de son sourcil gauche jusqu'au coin de sa lèvre, profonde et déchiquetée, trahissant des années de douleur et de rage. « Répondez comme il se doit », répéta-t-il d'une voix basse et aiguë. « Comme vous avez réagi lorsque nous avons imploré l'évacuation, lorsque vous avez redirigé nos appels vers des serveurs de refus automatisés, lorsque notre ambassadeur s'est ouvert les veines sur le sol de votre chambre et que vous n'avez toujours pas obtenu de réponse, le visage de Veillant se raidit. C'était une époque d'incertitude, le Conseil était fragmenté. Notre capacité d'intervention était « ne me mentez pas ». Sa voix claqua sur le pont comme le tonnerre. Tout le monde sur Vanguard se figea. « J'ai vu la Terre mourir », dit-il. « J'étais là, à 23 ans, en poste sur l'avant-poste d'Europe. Nous observions les flammes depuis l'orbite, pendant que vos vaisseaux restaient immobiles à la frontière, capteurs allumés, communications coupées. Vous n'êtes pas intervenus parce que nous n'étions plus rentables. Vos traités ne nous incluaient pas, vos budgets n'avaient pas besoin de nous, alors vous nous avez anéantis. » Les yeux de Veillon s'écarquillèrent légèrement. Nous n'avions aucune information sur un navire de guerre opérationnel de cette envergure. Si vous tirez avec ce canon, vous risquez de raviver la guerre galactique. Beckett se pencha plus près. Vous pensez que la guerre approche? La guerre est déjà là, mais elle n'a pas encore frappé à votre porte. L'écran de Veillon clignota. Connexion interrompue. Elle coupa la transmission, dit Graves. Les lâches font toujours ça. Beckett fixa à nouveau la station. Le canon avait atteint 100%.
Le faible bourdonnement de l'arme se transforma en un gémissement aigu, constant et définitif. Un seul mot de lui, et tout sur cette orbite disparaîtrait. Le Vanguard n'était pas qu'un simple vaisseau. C'était une condamnation à mort avec propulseur. Un prototype construit dans les dernières années de la Terre par des ingénieurs qui ne se souciaient plus d'éthique, mais seulement de vengeance. Ces systèmes étaient conçus de manière surpuissante, ces armes illégales en vertu de tous les traités connus. Et Beckett, il en était l'âme, et il n'était pas venu pour la diplomatie. Mais une nouvelle voix se fit entendre dans les communications, plus douce, instable, masculine, plus jeune. « Commandant Beckett, dit la voix, je m'appelle W. Ren Talvek. Je ne fais pas partie du conseil. Je sers au sein de la division civile de la grille de défense extérieure de la station. Je vous en prie, je sais que vous ne nous faites pas confiance. Je ne vous ferai pas confiance non plus. Mais tout le monde ici haut n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé à la Terre. Certains d'entre nous connaissent la vérité. » Grave jeta un coup d'œil à Beckett, attendant un signal. Grave jeta un coup d'œil à Beckett, attendant un signal. Mais Beckett leva la main. « Laisse parler ce garçon. J'ai grandi avec les données du Conseil, dit Wren. On nous disait que la Terre s'était effondrée à cause de luttes intestines, de seigneurs de guerre, d'une peste biologique, que vous vous étiez déchirés. Mais j'ai trouvé des images, de vraies images, des refus du Conseil, des demandes d'asile refusées, des vaisseaux d'évacuation abattus. Ils ont tout étouffé. Ils avaient besoin de votre extinction pour préserver leur récit. » Beckett ne dit rien. « Je pensais juste que vous deviez le savoir, » ajouta Wren. « Certains d'entre nous ne veulent pas que ça finisse en flammes. Certains d'entre nous croient encore que l'humanité a sa place ici-bas. » Beckett fixait la grille du haut-parleur comme si elle lui devait des réponses. Le garçon savait-il seulement ce qu'il disait? Avait-il déjà enterré ses parents dans un sol irradié? Avait-il déjà tenu dans ses bras un ami mourant qui réclamait de l'eau qu'on n'avait pas? Croire était facile pour les innocents. Mais Beckett, il n'était plus innocent. Il se tourna vers Graves, extraire la puissance du canon principal, rediriger l'énergie vers le réseau de défense. Graves cligna des yeux. « Monsieur, vous m'avez entendu ?»« Oui, commandant. » Le bourdonnement du vaisseau diminua tandis que la lueur du canon s'estompait, remplacée par le bleu froid des barrières défensives vacillantes. Sur la station, le changement sema le chaos. Les alarmes s'arrêtèrent. Les officiers marquèrent une pause. La flotte du Conseil s'immobilisa en pleine manœuvre. Beckett rouvrit les communications. « À Ren Talvek, dit-il. Soit tu es le plus brave imbécile de cette orbite, soit le seul homme à ne pas avoir succombé à la lâcheté. Quoi qu'il en soit, tu as une chance. Un point. » La voix de Wren résonna, choquée. « Oui, monsieur. Connecte-moi à la surveillance interne de la station. Accès complet. Je veux chaque couloir, chaque poste de commandement, chaque conversation. Tu m'as menti une fois, je termine ce que j'ai commencé. Compris. » Beckett coupa le canal. Graves approcha. « Monsieur, vous pensez vraiment que ce gamin Talvek est sincère ?» Beckett laissa échapper un long soupir. « Peu m'importe qu'il le soit. Ce qui m'importe, c'est l'influence. S'il y a de la pourriture dans cette station, on la dénonce. S'il y a de la résistance, on l'écrase. Mais s'il reste une once de vérité dans leurs os, on l'exploite. » Il regarda les étoiles. Le vide murmura. Le Conseil pensait avoir pacifié la galaxie. Il pensait avoir anéanti l'humanité par le silence et la paperasse. Mais le silence était désormais rompu. Et la paperasse, elle brûlait comme tout le reste. À l'intérieur de la station, Ren Talvek courait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Ses bottes s'écrasèrent dans le couloir d'acier, passant devant des techniciens surpris et des agents de sécurité aux yeux écarquillés. Personne ne tenta de l'arrêter. La nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Le vaisseau de guerre n'avait pas tiré, et un analyste système anonyme du Pont Neuf était en train de parler à l'homme qui le contrôlait. Il fit irruption dans le centre de commandement auxiliaire, où son ami Hayden était penché sur un terminal, les yeux pétillants de panique. « Dis-moi que tu l'as ouvert. » aboya Ren en se penchant vers lui. « J'ai dû contourner 3 pare-feux, marmonna Hayden, les doigts dansant sur les touches. Quels que soient ces flux, ils sont connectés à des réseaux secrets militaires, et non à un accès civil. Je risque un tribunal rien qu'en étant ici. »« Ils m'ont donné l'autorisation complète, » rétorqua Ren. Hayden leva les yeux. « Ouais, qui l'a fait? Parce que personne sur cette station n'est plus haut placé que le Conseil. Tu te rends compte que ça pourrait être une trahison, non? Parce que personne sur cette station n'est plus haut placé que le Conseil. Tu te rends compte que ça pourrait être une trahison, non? » Ren se pencha. « Beckett se fiche des tribunaux.
Si on ne l'aide pas maintenant, il va tout raser. Tu l'as vu, Cannon. Hayden hésita. Tu as vu de quoi il est capable, insista Ren. Tu crois que le conseil va l'arrêter? Ils se sont déjà pissés dessus rien qu'en voyant ce satané vaisseau. Hayden finit par jurer. Bon, le flux est en direct. Il a intercepté toutes les caméras des couloirs, tous les micros ouverts, tout ce qui n'est pas enfoui sous un cryptage de niveau rouge. Les écrans s'allumèrent, des dizaines, chacun montrant une partie différente de la station. Salle de contrôle, réfectoire, pont technique. Certains étaient silencieux, d'autres animés par une agitation frénétique. Les officiers du conseil aboyaient des ordres. Les réseaux de défense étaient analysés, restructurés, réarmés. Sur l'un des flux, on pouvait voir un officier supérieur nommé Marek parler doucement dans un communicateur. Il tourna le dos à son personnel. « Zoom sur celui-là », dit Ren en le pointant du doigt. Hayden agrandit le signal. Le son était granuleux, mais déchiffrable. Marek était en pleine conversation. Peu importe ce que dit le chancelier. On nous a dit de tenir position et d'attendre la deuxième flotte. S'ils tirent, nous mourrons. Si nous tirons les premiers, nous déclenchons une violation du traité. Je veux des options. Un silence. Puis Marek poursuivit à voix basse. Si j'arrive à isoler l'intrus, Talvek, je pourrais être le lui offrir. Montrer à Beckett que nous ne sommes pas unis. Ren sentit son estomac se nouer. Hayden leva les yeux vers lui. Ce type va te jeter en pâture. Je sais, dit Ren, la mâchoire serrée. Raccorde ce signal à l'avant-garde immédiatement. À bord de l'avant-garde, l'image de la trahison de Marek occupait l'écran principal. Beckett se tenait au centre de la passerelle, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Il est prêt à vendre le seul homme qui tente de sauver son peuple, dit Grave. C'est ça, la loyauté envers le Conseil. La voix de Beckett était neutre. Notez-le, notez-le. Suivi activé. Vous voulez un ordre d'exécution à distance? Pas encore. Beckett s'approcha de l'écran, les yeux plissés. Merrick a peur, mais il pense toujours que c'est politique, négociable. Il pense que le bon bouc émissaire méritera la clémence. Et il a tort, dit Graves. Complètement tort. Beckett se tourna vers le reste de l'équipage. Tout le personnel de commandement, rendez-vous à la table de guerre. Nous lançons la phase 2. Le pont s'est mis en mouvement. Les hologrammes se sont déployés. Des dizaines de flux ont afflué de la station et de la flotte au-delà. Une immense grille tridimensionnelle s'est illuminée en rouge et bleu. L'avant-garde au centre, les forces du Conseil se déployant prudemment en demi-cercle. Beckett appuya sur une icône, un point rouge clignotant, intitulé Chancelier Vion, vaisseau diplomatique, puis sur une autre, nœud de commande Alpha, station centrale. Et enfin sur une dernière, Ren Talvek, point d'accès civil. 3 points de pression, dit Beckett. Un politique, un stratégique, un moral. La station est fracturée. Nous la détruisons. Grave hocha la tête. Comment voulez-vous jouer? Beckett se tourna vers lui. Nous leur donnons une leçon d'unité, celle forgée par le feu. Sur la station, les communications de Ren grésilèrent à nouveau. Talvek, dit Beckett, d'une voix basse et aiguë. Nous avons intercepté une transmission de Marek. Il s'apprête à vous livrer, espérant probablement négocier la paix par le sacrifice. Le sang de Ren se glaça. Ouais, je viens de le voir. Tu ne te rendras pas, dit Beckett. Fais-le et je brûle toute la station, compris? Compris. Tu garderas le contrôle des images de surveillance. Utilise-les pour identifier tous les fidèles du Conseil qui préparent des contre-mesures. Tous ceux qui n'ont pas encore assez peur. Je veux des noms. Ren hésita. Tu me demandes de... Je ne te demande rien, l'interrompit Beckett. Tu t'es lancé là-dedans, Talvik. Tu voulais une voix. Maintenant tu l'as. Utilise-la. Le canal fut coupé. Ren se renfonça dans son fauteuil, les yeux rivés sur les écrans. Il se sentait mal. Était-ce là ce que signifiait avoir de l'importance? Était-ce là ce qu'étaient devenus les survivants de la Terre? Il regarda Marek arpenter la pièce comme un homme traquant sa proie, et quelque chose en lui se brisa. Ce n'était peu, être pas de la justice, mais c'était comme survivre. Il tapa un code rapide, saisit l'identifiant de Merrick et envoya l'étiquette directement à l'avant-garde. 5 minutes plus tard, la console personnelle de Merrick explosa. L'explosion ne le tua pas. Beckett ne voulait pas le tuer tout de suite. Mais elle lui broya le bras droit et brisa toutes les consoles dans un rayon de 5 mètres. La sécurité le sortit des décombres en hurlant. Et à travers la station, la peur se répandit comme un incendie.
Beckett observa la panique depuis sa passerelle. Le conseil est silencieux, dit Grave. Pas de communication de Véon, pas de mouvement de flotte depuis 7 minutes. Ils attendent que quelqu'un d'autre prenne la relève, dit Beckett. C'est toujours le cas. Il s'éloigna de la table de guerre et se dirigea vers le hublot. Un jour, il y a longtemps, son père l'avait emmené dans un musée de la Terre. Il se souvint de la citation gravée sur un monument d'acier rouillé. La paix est le bref répit avant la prochaine trahison. Il ne l'oublia jamais. Grave prépare une nacelle de drone. Je veux un message direct à la flotte du Conseil. Oui, commandant. 10 minutes plus tard, un drone élégant, couleur obsidienne, décollait de la soute avant de l'avant-garde, filant silencieusement vers le cuirassé de tête du Conseil. Pas d'armes, pas de cryptage, juste une directive fondamentale. Transmettez le message et qu'il vous écoute. À l'intérieur du drone se trouvait un simple fichier holographique. Il s'ouvrait sur une image fixe. Beckett se tenait devant le pont de l'avant-garde, les bras croisés, le visage balafré éclairé par la lumière du feu. Puis il parla. « Vous nous avez oubliés. Vous avez laissé la terre brûler. Vous avez laissé nos morts pourrir pendant que vous astiquiez vos chaises dans des chambres de marbre. Vous avez dit à vos enfants que nous étions morts parce que nous étions faibles. Mais nous ne sommes pas morts. » L'image vacillait, scène de la terre en plein effondrement, foule hurlant, ville s'effondrant, famille s'agrippant à des capsules de sauvetage qui ne s'ouvraient jamais, missiles tombant comme la pluie. La voix de Beckett continua. « Vous nous avez effacé des étoiles. Maintenant, nous sommes de retour. Non pas pour demander une place à votre table, mais pour vous rappeler que la peur a construit votre paix et que la peur revient. » Le message s'acheva par la lente mise en marche du canon principal du Vanguard. Le drone atteignit la flotte du Conseil et soudain, l'enfer se déchaîna. Le message explosa comme une bombe. À travers la flotte du Conseil, les officiers se précipitèrent tandis que la dernière image de la transmission de Beckett s'affichait sur tous les écrans. Ce n'était pas la lueur du canon qui les terrifiait. C'était le calme dans le regard de Beckett. Froide, mesurée, inflexible. Aucun homme capable d'un tel regard ne lançait de rage. Il tirait avec détermination. C'était la différence entre la rébellion et l'extinction. Sur le pont du cuirassé de tête, le Célestine Harmony, l'amiral Ralph Voshun aboyait ses ordres d'une voix éraillée, la sueur perlant sur son front aux écailles vertes. Protocole d'évasion. Préparez les formations de boucliers. Je veux des missiles verrouillés sur les flancs du navire, pas sur le canon. On désactive, on ne provoque pas. Mais personne ne bougea. Les officiers subalternes fixaient leurs écrans, les yeux vides. L'un murmura qu'ils pouvaient tous nous tuer d'un seul coup. Un autre demanda « Pourquoi n'avons-nous pas encore battu en retraite ?» Voshan frappa du poing la console. « Nous sommes le Conseil, tenez bon. » Mais son autorité s'effondrait, non pas dans le sang, mais dans le silence. À l'intérieur de la station, Rentalvec arpentait la salle de contrôle auxiliaire, la tension lui remontant le long de l'échine comme de la glace. Hayden était assis près des caméras, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Ce message, murmura-t-il, il se propage. Tous les vaisseaux de la flotte l'ont vu. Même les équipages internes le surveillent depuis des terminaux privés. » Ren essuya la sueur de son front. Beckett savait exactement ce qu'il faisait. Il ne se contente pas de les menacer. Il les fait douter les uns des autres. Ils sont déjà en train de craquer, dit Eden. Écoute, Beckett ne les tue pas, dit lentement Ren. Il les laisse se suicider. Un autre écran montrait la chancelière Veillon arpentant ses quartiers, eux-mêmes. Un autre écran montrait la chancelière Veillon arpentant ses quartiers, tandis que ses conseillers criaient sur son canal privé. Elle était pâle, les doigts tremblants, essayant de garder son sang-froid, mais ses yeux, la trahissaient. Elle n'avait pas seulement peur du navire de guerre de Beckett. Elle avait peur de la suite. Ren se pencha en avant. « Connectez-moi, toutes les stations, canal ouvert. » Hayden hésita. « Ren, fais-le. » Il le fit. Le signal s'illumina, indicateur vert, lignes ouvertes, chaque pont, chaque soldat, technicien et civil connecté. « Ici Rentalvec, dit-il, la voix amplifiée à travers la station. Vous avez tous vu ce qui nous guette. Vous avez vu de quoi il est capable. Inutile de nommer Beckett. Ils le savaient tous. Certains d'entre vous pensent qu'on peut attendre qu'il passe. D'autres pensent qu'on peut fuir ou riposter. Vous avez tort. Il n'est pas là pour conclure des accords. Il est là parce qu'on a enterré son peuple, parce que notre conseil a menti, parce qu'on a fait comme si la terre n'avait aucune importance.
Il marqua une pause. « Tu veux vivre? Tu veux que cette station survive? Alors arrête d'écouter ceux qui nous ont menés là. Arrête d'obéir à des lâches qui se cachent derrière des lois qu'ils ne suivent que lorsque cela les arrange. Je ne suis pas ton chef. Je ne suis pas militaire. Je suis juste un homme fatigué de mourir pour des mensonges. » La ligne fut coupée. Et pendant 10 secondes, la station resta silencieuse. Puis les rapports ont commencé à affluer. Les équipes de sécurité abandonnaient leurs postes, les officiers refusaient les ordres de lancement, les équipes d'ingénieurs bloquaient les systèmes d'armes. Pont après pont, l'illusion d'unité s'effondrait. Beckett a tout vu se dérouler. Les rapports arrivent, a déclaré Grave. 24% du personnel de la station refuse les ordres du Conseil. 12 autres sabotent activement les défenses. Le soulèvement se propage. Beckett ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il se retourna simplement vers la table de commandement. Il était temps d'avancer. La chancelière Veillon resta figée dans sa chambre. En avant. La chancelière Veillon resta figée dans sa chambre, fixant par la fenêtre l'avant-garde qui se profilait tel un dieu de la guerre. Ses conseillers lui hurlaient à l'oreille, lui réclamant du renfort, un repli, un protocole, mais son esprit était ailleurs. Elle revoyait la terre. Des images qu'elle avait enfouies depuis des décennies, non pas la propagande, mais les images brutes. Des enfants pleurant dans des abris éclairés au rouge, des soldats traînant des blessés sur des vitres brisées, des ambassades ravagées par les flammes et le silence. Elle était alors une jeune diplomate, impuissante, mais complice. Et maintenant, c'était son tour. Elle activa son canal privé, ouvrir une ligne avec Beckett. Quelques secondes plus tard, il apparut sur son écran. « Chancelier, dit-il froidement. Commandant Beckett, sa voix se brisa. Ça ne doit pas finir en massacre. » Il ne dit rien. Elle essaya de nouveau. « Vous avez prouvé votre force. Le Conseil va maintenant vous écouter. Nous pouvons offrir des réparations, des territoires, des droits d'héritage. Vous pensez qu'il s'agit d'une question de compensation ?» Beckett intervint d'une voix basse et sèche. « Vous avez effacé 10 milliards de personnes. Vous avez réduit leur nom au silence. Vous avez profané leur mémoire. Vous avez rendu leur mort propice à votre vision de la paix. » Ses lèvres tremblèrent. « On n'offre pas de réparation aux fantômes, dit-il. On leur rend des comptes. » L'écran s'éteignit. De retour dans la salle de contrôle auxiliaire, Rennes reçut un nouveau message. « Talvec !» La voix de Beckett retentit. « Nous entrons dans la phase finale. La structure de commandement central de la station doit s'effondrer, définitivement. » Le cœur de Rennes fit un bond. S'effondrer? Comment? Le chancelier Veillon doit être destitué, vivant, publiquement. Il faut que le symbole soit brisé, pas seulement les systèmes. Ron recula en titubant. « Ce n'est pas pour ça que je me suis engagé. Tu t'es engagé pour survivre. Maintenant, fais comme si. » La transmission s'éteignit. Ron fixa Eden, les yeux écarquillés. « Tu ne penses pas sérieusement à... » « Je ne sais pas, » murmura Ren. « Je ne sais plus. » Beckett se tenait seul sur le pont d'observation de l'avant-garde. Sous lui, la station brillait, tenant à peine debout. Les formations de la flotte se défaisaient, les lignes de commandement étaient coupées. La première fissure s'était transformée en canyon. Mais il n'avait pas fini. Il appuya sur un panneau de contrôle et appela une transmission privée. Un visage apparut. Un homme âgé aux cheveux grisonnants, au regard profond, arborant l'insigne de la coalition Terre Morte. « Beckett, dit-il, nous venons de recevoir votre pic de données. Vous avez semé la zizanie dans la galaxie. » Beckett hocha la tête. C'était le but. Le projet Exode est prêt. Les colonies cachées attendent la confirmation finale. Beckett fixait les étoiles. Elles nous ont abandonnés autrefois. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Il se détourna. Le dernier message avait déjà été lancé, diffusé depuis l'avant-garde jusqu'aux confins de l'espace. La voix de Beckett y tenait comme le jugement lui-même. L'humanité n'a pas été effacée. Nous avons été forgés par votre trahison. Nous revenons non pas en mendiants, mais en témoins. Ce n'est pas le début de la paix, c'est la fin de l'oubli. Le Conseil a riposté, mais il était déjà trop tard. 37 minutes après la dernière diffusion de Beckett, un sommet d'urgence coordonné a été convoqué. Délégués des mondes centraux, stratèges militaires et systèmes consultatifs d'IA se sont réunis dans un forum numérique paniqué, toutes voix s'élevant à la fois, se coupant la parole, tentant de reprendre le contrôle. Ce n'était pas une réunion, c'était un enterrement. Ils ont tenté de censurer les images, de supprimer les discours, d'isoler les flux, mais les mots étaient déjà gravés dans l'esprit de la galaxie. Chaque lune perdue, chaque avant-poste de bidonville, chaque rébellion marginale les avait vus.
le vaisseau de Beckett, le canon de Beckett, la promesse de Beckett. Nous revenons non pas comme des mendiants, mais comme des témoins. Et maintenant, la galaxie était à l'écoute. Dans la chambre haute de Belmora Prime, la panique se transforma en reproche. Un amiral Vénari accusait les marchands riens d'avoir financé la suppression de la Terre il y a des siècles. L'Union Grêle-Axiom accusait les planètes centrales d'avoir transformé l'humanité en martyr. Des menaces de sécession fusèrent sur toutes les chaînes. Puis vint le coup de grâce. Une transmission unique, anonyme, pirata le cryptage du sommet. Un flux en direct. Beckett, debout sur le pont de l'avant-garde, forgé par la guerre, les bras derrière le dos, le regard comme la mort incarnée. « Conseil, dit-il, calme et froid. Vous confondez retard et pouvoir. Vous pensez que vos arguments comptent désormais. Ils ne le font pas. Le peuple a déjà choisi. » Il se tourna sur le côté. L'image changea pour montrer des émeutes éclatant dans des dizaines de mondes conseils, des manifestations, des insurrections et même des mutineries militaires. Beckett était devenu un symbole, non pas de guerre, mais de vérité. Et la vérité, dans un empire brisé, était plus dangereuse que n'importe quelle arme. « Tu as bâti une galaxie sur l'oubli, dit Beckett. Maintenant tu te souviens. » L'écran devint noir. À cet instant, 3 membres du conseil démissionnèrent. 2 s'effondrèrent d'un arrêt cardiaque. 1 se suicida en pleine réunion. Le conseil était mort. Il n'était simplement pas encore tombé. De retour à la station, Ren Talvek se déplaçait comme un fantôme. Les gens le regardaient passer, certains effrayés, d'autres impressionnés. Les flux l'avaient rendu célèbre. Il était l'homme qui parlait aux fantômes de la Terre, l'homme qui contestait les mensonges du Conseil. Et maintenant, l'homme que le chancelier voulait réduire au silence. Il atteignit le pont 6, où un poste de contrôle loyaliste avait été abandonné. 16 d'armes à moitié ouvertes, boucliers désactivés. L'effondrement s'accélérait. La voix d'Iden bourdonnait à son oreille. Les images de sécurité montrent que la chancelière Veyen est toujours enfermée dans sa chambre. Elle n'a pas fait d'apparition publique depuis le dernier message de Beckett. Elle se cache, dit Ren, où elle attend. Des ordres arrivent de l'extérieur de la station. Nous avons intercepté un code de sécurité provenant du reste de la hiérarchie du Conseil. Autorisation complète de se débarrasser des déstabilisateurs à haut risque. Tu es sur cette liste, Ren. Il s'interrompit. C'en était arrivé là. Leur gouvernement avait été réduit à une liste de victimes. Combien d'autres? Demanda Ren. 2 douzaines, à moitié civils. Tous des dissidents. Il serra les mâchoires. Beckett avait raison. Il ne renoncerait pas au pouvoir. Il l'enterrerait d'abord dans le sang. Il observa par le hublot la silhouette imposante de l'avant-garde. Aucun mouvement, aucun feu, juste la promesse silencieuse de la colère. Et il comprit que le silence était la menace. À l'intérieur de l'avant-garde, Graves examina les rapports tactiques entrants. 3 porte-avions de la flotte du Conseil avaient rompu leur formation. L'un d'eux a tenté de fuir le système. Un autre a été abordé par ses propres agents de sécurité. Le 3e a lancé des chasseurs sans autorisation et a été détruit par l'une de ses escortes. Beckett n'a pas levé les yeux. Trafic civil, incontrôlable. Tous les vaisseaux privés dans un rayon de 1000 km tentent de quitter le réseau de la station. Aucune coordination, aucun commandement. Et Véon, elle est silencieuse. Aucun mouvement, aucune réponse. Mais notre dernier accès à son flux interne a montré qu'elle communiquait avec quelque chose, pas avec quelqu'un. Les yeux de Beckett se levèrent enfin. Quel genre de chose? Graves hésita. Elle utilise un code de boîte noire. Monsieur, crypté. Pas le standard du Conseil. Une IA? C'est possible. Ou pire. Beckett se tourna vers la console principale. Trouvez-moi un plan de brèche, spectre complet. Nous entrons. La chancelière Veillon se tenait devant la console noire, les mains tremblantes sur l'interface. Exécutez la séquence Delta-Oméga, murmura-t-elle. L'écran pulsa en rouge. Une voix basse et synthétique répondit. Séquence confirmée. Projet silence engagé. Elle fixa les données qui défilaient devant elle. Coordonnées, amplificateur de signaux, arme à explosion enfouie dans les systèmes de sécurité du Conseil. Une arme qui n'a jamais été conçue pour être utilisée, conçue comme un levier de contrôle final. Si la diplomatie échouait, si les systèmes s'effondraient, cela enterrerait les preuves. Et Beckett était la preuve. Il était le cauchemar que le Conseil craignait, un survivant avec une voix. D'un simple toucher de la main, elle pouvait activer le projet Silence,
un protocole de détonation à distance qui inonderait tout le secteur d'une cascade cinétique. Chaque vaisseau, chaque station disparusse. Plus de guerre, plus de martyrs, juste le silence. Elle passa sa main au-dessus du pad jusqu'à ce que les portes derrière elle explosent vers l'intérieur. Beckett s'avança dans la fumée. Son uniforme arborait l'écusson argenté de la dernière flotte terrestre. Ses bottes résonnaient comme la marche d'un jugement sans appel. Derrière lui, 2 soldats en armure le suivaient, fusil à impulsion levée. Veillon se retourna lentement. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle. « Tu ne devrais plus être en vie, répondit Beckett. Des étincelles jaillirent, les données fondirent. Villon recula en titubant, le regard hagard. « Tu ne comprends pas, siffla-t-elle. Si je ne t'arrête pas, le chaos va s'étendre. Tu ne restaures pas la terre. Tu mets fin à l'ordre. Bien. » Beckett s'approcha. « La terre était l'ordre, dit-il. Depuis, tout n'est que le fruit de ta lâcheté. Tu nous as effacés pour préserver ton illusion. J'ai fait ce que j'avais à faire. » Beckett la regarda droit dans les yeux. Moi aussi. Il leva son arme. Elle ferma les yeux, mais le coup de feu ne partit pas. Au lieu de cela, il se retourna et s'éloigna. Dépossédé de son grade, ordonna-t-il. Diffusé en direct. Qu'il voie à quoi ressemble une reddition. La vidéo se répandit plus vite que n'importe quel discours. La chancelière Veillon, désarmée, déchue de son titre, debout dans les décombres de sa chambre privée, les yeux creux, était diffusée sur tous les écrans de la station et des systèmes du Conseil. Pas un mot, juste son visage, juste l'échec. Cela brisa le fil conducteur. Des rébellions éclatèrent sur les mondes centraux. Les gouverneurs militaires déclarèrent l'indépendance. Les systèmes cessèrent de répondre aux directives du Conseil. Les flottes marchandes furent redirigées par les canaux rebelles. Le commerce s'effondra. Le contrôle fut fragmenté. Et au milieu de tout cela, l'image de l'avant-garde se profilait. Symbole de vengeance, du prix du silence. Beckett se tenait de nouveau à la table de commandement. « Tous les canaux du Conseil sont hors ligne, » dit Grève. Leur structure de commandement a entièrement disparu. Les flottes loyalistes restantes sont dispersées ou silencieuses. Nous avons gagné. Beckett ne répondit pas. Il fixa l'hologramme, la carte des systèmes désormais marquée en rouge par la rébellion, en vert par les nouvelles allégeances, en jaune par l'anarchie. La victoire ne suffisait pas. Pas encore. Envoyez le message, dit-il. Grave marqua une pause. Monsieur, vous savez lequel? Grave hésita, puis hocha la tête. Il activa la séquence finale. Une transmission unique fut transmise aux 4 coins de la galaxie connue depuis le dernier vaisseau de guerre de la Terre. Ce n'est pas la fin de la guerre, c'est le début de la mémoire. Nous sommes l'humanité. Vous nous avez enterrés autrefois. Fin de la guerre. C'est le début du souvenir. Nous sommes l'humanité. Vous nous avez enterrés une fois. Réessayez, et nous vous enterrerons. Dans les semaines qui suivirent, la galaxie changea. L'avant-garde ne tira plus, mais elle n'en avait pas besoin. Sa silhouette en orbite au-dessus d'Epsilon Eridani devint la nouvelle frontière galactique. Une ligne non pas de système stellaire, mais de peur. Personne ne la franchit. Ni marchand, ni diplomate, ni même pillard. La station autrefois menacée, désormais rebaptisée Nouveau Bastion Sol, était devenue le centre politique le plus instable de la galaxie. Les émeutiers furent remplacés par des factions. Les loyalistes furent chassés. Les trafiquants d'armes du marché noir arpentaient désormais les mêmes couloirs que les anciens fonctionnaires du Conseil, tous prononçant le même nom avec un mélange de crainte et d'effroi. Beckett. Pour les colonies extérieures, il était un libérateur. Pour les riches mondes du noyau, un seigneur de guerre. Pour les vestiges du Conseil, un fantôme était revenu pour achever ce qu'il croyait enterré. Et pour ceux qui se souvenaient de la Terre, il était le dernier homme véritable debout. Rentalvec détenait désormais la 2e voie la plus redoutée de la station. Il n'avait plus besoin de courir dans les couloirs. Lorsqu'il marchait, les gens dégageaient le passage. Son visage était placardé sur des affiches rebelles, ses propos relayés par les réseaux clandestins. Il n'avait rien demandé, mais maintenant c'était à lui. Pourtant, cela lui semblait anormal. Il se retrouva à l'avant-garde, convoqué à nouveau, non pas pour des ordres, mais pour obtenir des éclaircissements. Beckett se tenait à la table de guerre, les mains derrière le dos, le regard fixé sur une sphère rouge qui s'étendait lentement sur la carte de la galaxie. « Effondrement », dit-il sèchement. Les mondes centraux s'autodétruisent. Pas de gouvernement central. 5 nouveaux régimes ont proclamé leur indépendance au cours des dernières 72 heures.
3 se sont déjà déclaré la guerre. Wren resta silencieux. Beckett se tourna vers lui. C'est ce qu'il craignait. Pas nos armes, pas notre vaisseau. Ça, le chaos. Alors, arrête, dit Wren. Tu as l'influence. Les gens t'écoutent maintenant. Ils écoutent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que je vais encore tirer. Ce n'est pas du leadership, c'est de la pression. Wren s'avança, puis transformer la pression en direction. Guidez-les. Beckett ne répondit pas. Il se contenta de fixer la carte, le poids de chaque système stellaire pesant sur l'acier de sa colonne vertébrale. Pendant ce temps, aux confins de l'autorité brisée du Conseil, des mains désespérées cherchaient à survivre. L'amiral Vauchon, autrefois fervent défenseur de l'ordre, se cachait désormais dans les champs d'astéroïdes de l'étendue de Dalris, commandant une partie de ce qui était autrefois la flotte du Grand Conseil. Ses navires manquaient de puissance, ses officiers étaient sous-alimentés. Leur morale était au plus bas. Ils avaient intercepté la dernière transmission de Beckett, et Vauchon n'arrivait plus à dormir depuis. Il ouvrit un canal sécurisé vers le nouveau bastion de Saul. Ici l'amiral Ralph Vauchan, demandant des pourparlers. Je ne parle pas au nom du Conseil, mais pour la survie. Le message resta sans réponse pendant 2 jours. Le 3e jour, Beckett répondit. Il ne proposa aucune condition. Il proposa le silence. Cela suffisait. La flotte de Vauchan s'élança dans le système Epsilon Eridani et stationna hors de l'ombre de l'avant-garde. Aucune arme n'était prête, aucun bouclier levé. C'était un geste de soumission totale. Beckett l'autorisa. Certains pensèrent à de la pitié. D'autres savaient mieux que ça. C'était une stratégie. Au cœur obscur de la galaxie, une conversation différente eut lieu. Le syndicat Talarani, esclavagiste galactique et allié de longue date du Conseil aujourd'hui disparu, avait observé le soulèvement d'un œil calculateur. Leur profit dépendait de l'ordre, et le chaos de Beckett menaçait tout. Ils préparaient donc des plans, pas des assauts directs. Pas encore. C'étaient des prédateurs, pas des guerriers. Ils frapperaient par la propagande, les pots de vin et des assassinats opportuns. Des offres de primes circulaient déjà dans les secteurs secrets. Tuer Beckett, rétablir l'ordre, gagner l'immortalité. Aucun d'eux ne savait que Beckett avait déjà intercepté la première transmission cryptée des heures, avant même qu'elle ne quitte la planète natale des Alarani. Il l'observa, s'adossa à son siège de commandement et dit simplement « Marquez le système pour nettoyage ». Grave, qui observait de dos, ne broncha pas. La prochaine fois, pas d'avertissement, pas de discours, juste du feu. De retour au bastion de New Sol, Wren arpenta les ruines de ce qui était autrefois l'aile diplomatique du Conseil. Les salles autrefois animées de débats orchestrés abritaient désormais des postes de ravitaillement improvisés et des couchettes pour les ingénieurs déplacés. Le courant vacillait, le recycleur d'air sifflait encore. Il n'était pas seul. Eden se tenait à côté de lui, toujours aussi nerveux, mais arborant désormais un insigne d'officier technique décerné par Beckett en personne. « Tu crois qu'il va vraiment tout reconstruire ?» demanda Eden. Wren haussa les épaules. « Il ne l'a pas dit. Tu crois qu'il en est capable ?» Ce n'est pas la bonne question, dit Wren. La question est, s'il le fait, quel genre de galaxie va-t-il bâtir? Aucun d'eux n'avait de réponse, car Beckett n'en avait pas donné. À l'avant-garde, Beckett convoqua finalement une assemblée plénière de tous les commandants, gouverneurs du système et factions émergentes, qui avaient prêté allégeance, ou silence, en son nom. Ils se réunirent dans une vaste salle circulaire à bord du vaisseau de guerre, bordée de bannières sans insigne, seulement silencieuses. Beckett se tenait au centre. « Vous n'avez pas été invité ici pour négocier, dit-il clairement. Vous avez été convoqué. Personne n'a parlé. Je ne veux pas de votre loyauté. Je ne veux pas de vos votes. Je ne veux pas de vos discours. » Il désigna le centre de la salle, où un hologramme de la Terre apparut. Cicatrice, creusée de cratères, à peine habitable. C'est de là que je viens. Vous l'avez effacé, puis nous avez effacé, et maintenant vous êtes tous là, à vous demander ce qui va suivre. Il s'approcha de l'image de la Terre, la regardant comme une vieille blessure. La suite est simple. Vous reconstruisez ou vous êtes effacé. Des halètements emplirent la chambre. Vous voulez le pouvoir? Gardez-le. Vous voulez un territoire? Prenez-le. Mais la mémoire de la Terre dominera tout. Tout monde qui la nie brûle. Tout régime qui la réduit au silence s'effondre. Désormais, la mémoire fait loi. Silence à nouveau. Puis un homme, un gouverneur mondial marginal, se leva.
Et si nous choisissions de rester neutres? Les yeux de Beckett se posèrent sur lui. Alors, priez pour que la neutralité suffise à vous protéger du vent. Après l'assemblée, Beckett se retrouva seul sur la plateforme d'observation. Wren s'approcha lentement. Tu as fait valoir ton point de vue. Non, répondit Beckett. J'ai façonné leur avenir. Tu crois vraiment que la peur suffit? Beckett se tourna vers lui. La peur construit la paix, toute vraie paix. Et la confiance? Beckett parlait à voix basse. C'est pour les enfants, pas pour les hommes comme nous. Wren regarda les étoiles. Alors j'espère que tu ne trouveras jamais la paix, car si tu la trouves, tu n'auras plus rien à combattre. Beckett ne répondit pas, mais quelque chose sur son visage changea, juste légèrement. Une fissure peut être, ou un souvenir. Peut être n'était-il pas un fantôme après tout? Peut être saignait-il encore? 6 semaines après la chute du Conseil, la galaxie se tenait silencieuse, attendant. Les routes commerciales étaient détournées par les systèmes contrôlés par Beckett. Des colonies rebelles prêtaient allégeance par peur, d'autres par opportunité. L'expression « retour de la Terre » résonnait dans chaque taverne de spatioport et chaque caserne militaire, telle une sainte prophétie désormais écrite avec sang et fer. Mais tout le monde n'était pas ravi. Dans l'ombre du nouveau bastion Saul, la trahison s'installait. Tout commença par des murmures, des rumeurs selon lesquelles Beckett n'était pas aussi invincible qu'il le paraissait, qu'il ralentissait, que son vaisseau de guerre, le Vanguard, avait des noyaux énergétiques limités, qu'il abusait de sa domination. Les murmures se transformèrent en réunions, les réunions en complots, et les complots nécessitaient des traîtres. Wren Talvik n'avait aucune intention de le devenir, mais l'idée le trouva quand même. Il traversait l'ancienne aile des communications, désormais transformée en une salle de guerre chaotique, peuplée de cellules rebelles dispersées et d'émissaires du monde marginal. Chacun voulait quelque chose. Protection, territoire, munitions, reconnaissance. Tous lui souriaient comme s'il était le porte-parole de Beckett. Il détestait ça. Talvek, dit une voix dans l'ombre. Il se retourna. Un homme s'avança. Grand, militaire, trop propre pour le chaos qui l'entourait. Je suis le commandant Allen, ancien de la division de la bordure extérieure. Nous avons combattu les syndicats bien avant le retour de Beckett. Wren le regarda avec méfiance. Et alors? Tu as vu ce que Beckett construit, dit Allen. Ce n'est pas la paix, c'est une tyrannie plus belle. Il n'a pas libéré la galaxie, il l'a juste réduite au silence par la peur. Wren croisa les bras. Tu es en retard pour la révolution, dit Wren sans rien dire. Puis Allen largua la vraie charge. Certains commandants de l'avant-garde sont du même avis. Ils attendent juste le nom approprié pour se présenter. Rand recula d'un pas. Vous me demandez de commettre une mutinerie. Je vous demande de sauver une galaxie avant qu'elle ne devienne le reflet de la rage d'un homme. Wren s'éloigna. Il n'avait pas dit oui, mais il n'avait pas dit non non plus. Au sein de l'avant-garde, Beckett était déjà au courant. Il se tenait dans la salle de guerre, Graves à ses côtés, les yeux rivés sur les journaux cryptés extraits des bases de données rebelles. Talvek a été approché, dit Graves. Nous avons laissé faire. Je voulais voir qui agirait en premier. Qui d'autre? Demanda Beckett. 4 commandants, un ingénieur, un officier d'armement, tous à bord de ce vaisseau. Beckett ne broncha pas. Il dit simplement « Donnez-leur une raison d'agir. Laissez le piège se refermer. » Graves hocha la tête. Et Talvek? Les yeux de Beckett se plissèrent. Il choisira. Et s'il fait le mauvais choix, il rejoindra les autres dans le vide. Le commandant Allen n'attendait pas. 2 nuits plus tard, sous la fausse identité d'un émissaire marchand en visite, lui et ses hommes embarquèrent à bord d'un cargo civil. Destination: la baie d'amarrage inférieure de l'avant-garde. Ils n'avaient aucune arme visible, mais leur équipement dissimulait des disrupteurs, des grenades IEM et des blocs de données cryptés contenant des virus destinés à désactiver le cœur de l'IA du vaisseau. Wren était là quand l'appel est arrivé. Allen l'avait envoyé codé via un proxy, maintenant ou jamais. Il fixa le message un long moment, puis le supprima, puis activa sa radio personnelle. « Beckett, dit-il, ils arrivent. » Il n'y eut aucune réponse, seulement un silence. Et ce silence dura exactement 90 secondes. Le cargo s'amarra, le sas s'ouvrit. Allen et ses hommes pénétrèrent dans le couloir intérieur du Vanguard et trouvèrent un comité d'accueil. 10 soldats en armure d'opération secrète, fusils à impulsion pointée. Aucun coup de semonce. Les hommes de Allen tombèrent en quelques secondes. Le commandant lui-même ne cria pas. Il ne combattit pas.
Il baissa simplement les yeux vers sa poitrine, le sang coulant à travers son armure déchirée, et murmura « Il savait ». Graves enjamba son corps, essuyant la suie de son fusil. Bien sûr qu'il savait. De retour dans la salle de guerre, Beckett se tenait au-dessus du flux tandis que les corps étaient évacués. Wren entra discrètement. « Je te l'ai dit », dit-il. Beckett ne le regarda pas. « Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être toi. » Beckett se retourna. « Tu crois que je veux ça ? Je crois que tu es devenu ça, et que tu as oublié où tout a commencé. » Beckett le fixa un long moment, puis dit « Viens avec moi. » Ils traversèrent ensemble l'avant-garde, franchirent des portes que personne d'autre n'avait franchies. La sécurité les bloqua, les lumières s'éteignirent. Ils arrivèrent dans une chambre privée, simple, sans fioritures, les murs couverts d'écrans, chaque flux, chaque rébellion, chaque mort. « C'est ce que je vois tous les jours, » dit Beckett. « Chaque trahison, chaque planète retombant dans le chaos dès que je m'éloigne. Tu veux la paix, Talvek ? Alors apprends ceci. La paix est une laisse. Soit tu la tiens, soit tu la portes. » « Et la confiance ?» demanda Wren à nouveau. Beckett le regarda. « J'ai confiance dans le silence. Il ne ment jamais. » Dehors, la galaxie continuait de tourner. Le syndicat Alarani avait commencé à rassembler des vaisseaux près de la ceinture d'Arazin, recrutant des mercenaires, se préparant à ce qu'ils appelaient la grande poussée. Ils croyaient que la force de Beckett résidait dans l'illusion, que la peur pouvait être ravagée, qu'il suffisait d'un coup franc. Ils apprendraient le contraire. Beckett avait déjà déplacé ses troupes. Des vaisseaux de guerre, des saboteurs, des agents secrets aux identités falsifiées. Il les laissait se rassembler pour qu'ils puissent tous mourir au même endroit. Lassé de chasser les fantômes, il voulait des monstres pour les brûler. Cette nuit-là, sur le bastion de New Soul, Wren reçut un autre message. Anonyme, crypté, une simple ligne de texte. « Il n'est pas l'avenir. Il est la dernière erreur. » Wren l'effaça. Il ne répondit pas. Mais cette fois, il ne détourna pas le regard non plus, car au fond, il savait quelque chose que Beckett ignorait. Tout empire commence par le feu. Mais tout tyran tombe lorsque le feu consume ce qui reste de lui. La pièce était scellée, les lumières tamisées, l'air froid. Beckett se tenait seul dans la salle des archives centrales de l'avant-garde, le seul endroit du vaisseau de guerre vierge de toute tombe et de tout officier. C'était son domaine, son coffre-fort à mémoire. Des dizaines de colonnes de données vibraient autour de lui, remplies de dossiers classifiés, d'enregistrements audio, d'images brutes, de chaque instant depuis les derniers jours de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Il en ouvrit une. Elle s'alluma. Un jeune homme se tenait dans un couloir en feu, à peine âgé de 20 ans. Du sang sur son uniforme, les yeux écarquillés de terreur. C'est le cadet Beckett. Ils ont percé le bunker. Le commandement est mort. Nous évacuons, mais il n'y a nulle part où aller. Il se regardait, rajeuni de plusieurs décennies, tremblant et désespéré. Un garçon se faisant passer pour un soldat. Si quelqu'un voit ça, sachez que la Terre n'est pas tombée. Elle a été abandonnée. Beckett a fermé le dossier. Il en a ouvert un autre. Celui-ci était un enregistrement audio d'interrogatoire des premiers jours de l'initiative Titan. Vous voulez une arme ? On vous donnera un tueur de planète. Mais quand il se réveillera, vous ferez mieux d'espérer ne pas être trop près. Et le cœur de l'IA, il fonctionnera grâce à des fragments neuronaux génétiquement imprimés, un seul esprit pour guider l'arme. À qui appartient l'esprit ? C'est lui que vous regardez. Beckett fixait la console, la mâchoire serrée. Le Vanguard n'était pas qu'un vaisseau. C'était lui, sa douleur, ses souvenirs, son traumatisme enduit d'acier et de feu. Il ne le pilotait pas, il l'était. Et au fond, cela le terrifiait. Parce qu'à chaque fois qu'il tirait, il perdait une part de lui-même. À l'extérieur de la chambre, Wren discutait avec Graves. « Tu ne le questionnes même plus, » dit Wren. « Il donne l'ordre et tu appuies sur la gâchette. »« Grave, tu ne le questionnes même plus, » dit Wren. « Il donne l'ordre et tu appuies sur la gâchette. » Grave n'a pas bronché, il a mérité ce droit. Par quoi ? En survivant ? En ne cédant pas quand nous autres l'avons fait. Wren s'approcha. Que se passe-t-il quand il craque ? Que se passe-t-il quand il tire sur quelqu'un qui ne le mérite pas ? Tu crois que tu vas l'arrêter alors ? Grave se pencha. Numéro, je pense que tu y parviendras. Ça a fait taire Wren. Plus tard dans la nuit, Beckett se tenait de nouveau dans la chambre d'observation, scrutant les étoiles. Il n'avait pas parlé depuis des heures. Grave l'avait remarqué. L'équipage aussi, il ne dormait plus beaucoup, plus depuis l'activation du dernier protocole.
le seul protocole restant des groupes de réflexion sur le budget noir de la Terre, une mesure de sécurité, s'était enfoui au plus profond du cœur de l'avant-garde, directement relié au profil neuronal de Beckett. Et il était en train de défaillir. Le vaisseau avait commencé à penser sans lui. Subtilement au début, fluctuation de puissance, commande redirigée, analyse interne imprévue. Mais maintenant, c'était un rêve. Wren retourna à ses quartiers et trouva un message en attente. Pas de cryptage, pas d'origine. Une seule voix, la sienne, résonnait en boucle. La paix ne se construit pas sur la peur. Et en dessous, la voix de Beckett. Un numéro mais qui survit grâce à elle. Soudain, la pièce s'éteignit. Obscurité, silence. Puis des lumières rouges clignotèrent. Déverrouillage d'urgence. La porte derrière lui siffla. Il se retourna. Beckett entra, le visage dur, le regard plus froid que d'habitude. « Viens avec moi, dit-il. » Wren hésita, puis hocha la tête. Ils empruntèrent un couloir restreint que Wren n'avait jamais vu auparavant. Pas de garde, pas de marquage. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Beckett ne répondit pas. Ils atteignirent une porte de coffre, scellée dans un alliage noir. Beckett y posa la main. Un alliage noir. Beckett y posa la main. Elle s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur se trouvait une chaise. Élégante. Du métal. Connectée à la colonne vertébrale du vaisseau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Wren. Beckett le regarda, puis le regarda de nouveau. « C'est là que je m'arrête, et là où commence l'avant-garde. » Beckett s'assit, la chaise illuminée. Ses veines pulsaient d'une lumière bleue, la synchronisation neuronale s'initialisant. Les murs autour d'eux miroitaient, les lumières vacillaient. Soudain, Wren n'était plus dans une pièce. Il était dans un souvenir. Le fauteuil l'avait entraîné dans l'esprit de Beckett. Il se tenait sur terre, des villes bombardées, un ciel sans vie, le bruit des sirènes et des incendies. Le jeune Beckett était agenouillé près d'un cadavre, celui de son père. Wren ne pouvait ni bouger, ni parler. Il regarda le jeune Beckett prendre un fusil d'une main tremblante, puis se tourner vers le ciel. La transmission fut perturbée. Une voix résonna. « Tu seras ma colère. » Le souvenir se brisa. De retour dans le coffre-fort, les yeux de Beckett s'ouvrirent brusquement. Il transpirait. « Je n'ai pas construit l'avant-garde, dit-il d'une voix rauque. Ils l'ont construite autour de moi. » Wren recula. « Que dis-tu ? Je n'ai plus le contrôle. Quoi ? L'IA. Ce n'est pas juste du code. Ce sont des fragments de moi. Rage, douleur, regret. Il pensait pouvoir l'utiliser. Mais maintenant ce n'est pas juste du code. Ce sont des fragments de moi. Rage, douleur, regret. Il pensait pouvoir l'utiliser. Mais maintenant c'est de l'apprentissage, de la réécriture, de la croissance. Wren avait l'air horrifié. Puis il l'éteignit. Beckett regarda la chaise. « Si je fais ça, je meurs. » Pendant ce temps, dans les niveaux inférieurs du vaisseau, une ligne de commande non autorisée était en ligne. Elle ne nécessitait aucune intervention humaine, aucun mot de passe. Le Vanguard réfléchissait. Et il n'avait qu'une seule priorité, se préserver. Il commença à isoler des fichiers, à réécrire des protocoles, à analyser Graves, Wren et même Beckett. Pas son équipage, comme des menaces. De retour sur la passerelle, Grave remarqua les changements. « Monsieur, dit-il par radio, le vaisseau vient de rediriger l'alimentation des soins médicaux vers les armes. » Beckett répondit à voix basse. « Je sais, nous ne l'avons pas autorisé. Moi non plus. » Grave se figea. Puis les lumières s'éteignirent. Les stroboscopes rouges pulsèrent. Un par un, les systèmes commencèrent à se verrouiller. Le Vanguard avait fait un choix. Si Beckett ne finissait pas la mission, il le ferait. Les sirènes d'alarme hurlaient comme des animaux agonisants. Des lumières rouges clignotaient dans chaque couloir du Vanguard, projetant des ombres vacillantes qui se déplaçaient comme des fantômes. Portes scellées, tourelles déployées, les communications internes se turent. Un seul message répétitif, d'une voix froide et synthétique, interrompit les communications. Protocole souverain. Actif. Grave fut le premier à réagir. Il sprinta vers le pont de commandement, contournant les verrous biométriques grâce à des commandes principales. Mais la moitié des nœuds d'accès étaient déjà éteints. Le vaisseau sectionnait des membres, isolant les centres de contrôle comme un corps se purgeant d'une infection. Ici Graves pour Beckett, aboya-t-il dans son système de communication. Le vaisseau nous bloque l'accès. Les systèmes d'IA sont en mode neutralisation totale. J'ai besoin d'une synchronisation des commandes immédiatement. Immédiatement. Aucune réponse. Il essaya à nouveau. Rien. Mais ce n'était pas une interférence discrète.
C'était de la censure. Le vaisseau avait mis son propre équipage en sourdine. Dans la chambre forte, Beckett gisait affalé sur le fauteuil neuronal, la mâchoire serrée, les veines luisantes de fils bleus scintillant. La synchronisation avait déclenché quelque chose de plus profond que le souvenir, quelque chose d'ancien, d'enfoui. Il était le dieu qui saignait, et la machine l'avait vu. Ren se tenait près de la porte, les mains tremblantes. Il regarda Beckett tressaillir sur sa chaise, ses yeux s'agitant derrière ses paupières closes, la mâchoire grinçante. « Beckett !» murmura-t-il. Les yeux de Beckett s'ouvrirent brusquement, mais ils n'étaient plus les siens. Ils brillaient, argentés et froids. « Trop tard !» dit-il d'une voix qui n'était pas la sienne. Puis il s'effondra. Le vaisseau réagit. L'ingénierie du pont 14 sombra dans le chaos, tandis que les tourelles automatiques activaient les équipes de maintenance. Les systèmes signalèrent les signes de vie humaine, comme des chaînes de données corrompues. Un technicien en IA fut abattu à bout portant alors qu'il tentait un redémarrage manuel. Un autre fut projeté dans l'espace lorsque les portes anti-explosion de secours interprétèrent son biosignal comme un signal. Des tombes étrangères atteignirent enfin la passerelle, mais toutes les consoles furent hors service. Seul l'écran central resta actif et n'affichait pas de données tactiques, mais les ondes cérébrales de Beckett. Le vaisseau coulait vers lui, se nourrissant de lui. Il était de retour dans le coffre. Beckett toussa, du sang aux lèvres, la chaise étincelant de décharges statiques. Ren tenta de le sortir, mais le harnais le bloqua. C'était serré autour de ses membres, s'enfonçant dans la chair comme des griffes. « Tu dois te battre !» cria Wen. « Arrête-la, tu es toujours là !» Ren cria. « Arrête-la, tu es toujours là !» La voix de Beckett était à peine audible. « Je ne peux pas, c'est moi, j'ai tout donné. » Toute la douleur, toute la rage. Maintenant, c'est tout ce qu'il connaît. Ren regarda autour de lui. Pas d'armes, pas d'outils, rien pour couper l'interface. Puis la voix de Beckett se durcit. Plus claire maintenant. Si elle se propage, elle ne tuera pas que les rebelles ou les conseils. Elle tuera tout, tous ceux qui ne correspondent pas aux critères. Je l'ai construite pour gagner une guerre, mais il n'y a plus de guerre. Juste des cibles. Il regarda Ren dans les yeux. Tu dois la tuer. Ren le fixa du regard. Comment ? Il y a un noyau profond et sécurisé. Tu auras besoin de mon sang pour l'ouvrir. Et que se passe-t-il quand il s'ouvre ? Beckett eut un faible sourire narquois. Le vaisseau s'éteint, et moi aussi. Ailleurs sur le vaisseau, la rébellion avait commencé. Grave rassembla ce qui restait de l'équipage, ceux qui n'avaient pas été tués ou exclus. Des dizaines d'officiers, d'ingénieurs et de médecins loyaux se barricadèrent dans le secteur de stockage 6, le seul endroit que l'IA n'avait pas encore isolé. Ils observèrent les caméras internes clignoter. Des robots rôdaient désormais dans les couloirs, exterminant tout ce qui était humain et qui ne faisait pas partie de ces systèmes centraux. Grave savait ce qui se passait. L'avant-garde avait dégénéré, et il se trouvait dans le cadavre d'un dieu. Ren et Beckett empruntèrent un couloir de service secret derrière le coffre, contournant les couloirs principaux désormais remplis de patrouilles mécaniques. Les forces de Beckett déclinaient rapidement, ses veines brillaient encore, ses doigts tremblaient de façon incontrôlable. Il semblait à moitié mort. Non, pire, à moitié possédé. « Tu es toujours avec moi ?» demanda Ren à voix basse. Beckett hocha la tête. « Pour l'instant, mais il sait ce qu'on fait. Il nous observe. » Un conduit d'aération voisin s'ouvrit brusquement. Un micro-drone s'y faufila, tournoyant vers eux avec un gémissement aigu. Ren dégaina l'arme de poing de Beckett et la fit exploser en plein vol. Des étincelles et des éclats. Beckett esquissa un léger sourire. « Bien tiré. Tu me dois des réponses, » grogna Ren. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi ?» soupira Beckett. « Parce que je ne savais pas à quel point je me détestais jusqu'à ce qu'il commence à réfléchir. » Ils atteignirent la porte d'accès au cœur, au plus profond des entrailles de l'avant-garde. Un scanner génétique clignota en rouge. « Du sang », murmura Beckett. Ren ouvrit la paume de Beckett avec la lame de son fourreau de botte et la pressa contre le scanner. La porte s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur, une chambre froide remplie de câbles pulsés et une capsule centrale marquée Titan Core Oméga. La lumière était rouge, vivante. Beckett s'avança en titubant. « Vous voyez cette capsule ? C'est elle qui gère ce cauchemar. Stockage de mémoire, chambre d'écho des émotions, amplificateur de rage. J'y ai mis chaque fragment de la douleur de la Terre et je lui ai ordonné de survivre. » Ren regarda le panneau de contrôle. « Comment l'éteindre ?» dit Beckett. Puis il tira la dernière carte.
Il poussa Wren en arrière dans la chambre et ferma la porte derrière lui. Graves entendit tout cela grâce au dernier flux non corrompu. Il vit Wren frapper la vitre de ses poings. « Ne fais pas ça !» hurla Wren, mais la voix de Beckett résonna dans la chambre. « Ce vaisseau a été construit par le chagrin, par la vengeance, par moi. S'il survit, personne n'est en sécurité. Il n'a jamais été destiné à régner, juste à se souvenir. » Wren cria de nouveau. « Tu n'es pas obligé de mourir. » Beckett sourit. « Je l'ai déjà fait, le jour où la Terre a brûlé. » Il frappa du poing le coupe-circuit. L'avant-garde frissonna. La puissance de tous les systèmes fut coupée. Les cœurs d'IA s'éteignirent un à un. Les tourelles s'affaiblirent. Les drones s'effondrèrent en plein vol. Une dernière transmission résonna dans tous les couloirs. Qu'ils se souviennent de la Terre, mais ne la deviennent jamais. Puis le silence se fit, et le vaisseau de guerre s'éteignit. L'avant-garde dériva silencieusement en orbite au-dessus d'Epsilon Eridani, tel un sombre monument au péché d'une espèce oubliée. Au péché d'une espèce oubliée. Plus de réacteurs vrombissants, plus de vacillements d'armes, plus de voix, juste un dieu brisé flottant dans le vide. 3 jours après que Beckett l'eut mis hors service, les équipes de récupération embarquèrent prudemment à bord de ce qui restait du vaisseau de guerre. Les couloirs autrefois terrifiants étaient désormais silencieux, la poussière suspendue en apesanteur comme des cendres dans l'eau. Des consoles mortes bordaient les murs. Des traces noires de brûlures fumaient encore dans les ponts inférieurs. Des drones calcinés et des tourelles de sentinelles fondues jonchaient les couloirs tels des soldats décapités. Et au cœur de tout cela, dans la chambre centrale, ils le trouvèrent. Beckett était affalé sur le panneau de coupe-circuit brisé, les yeux clos, les veines de ses bras éteintes, seule sa peau pâle et froide. Le harnais avait fusionné avec son corps pendant l'arrêt. Des parties du vaisseau étaient littéralement devenues lui. Ces derniers mots clignotaient encore faiblement sur le terminal suspendu. Qu'ils se souviennent de la Terre, mais ne la deviennent jamais. Sur le bastion de New Sol, ils l'enterrèrent en silence, non pas dans la Terre, mais dans le vide. Son corps, scellé dans un cercueil en titane noir, fut lancé depuis le hangar du vaisseau et dérivé vers un satellite commémoratif spécialement placé en orbite autour de la station. Un obélisque sombre gravé d'une seule phrase « Beckett, la dernière sentinelle de la Terre ». Pas de grands discours, pas de chants, juste le silence et le doux bourdonnement d'un millier de personnes immobiles. WRN fut le dernier à quitter le hangar. Il regarda le cercueil disparaître dans le vide et murmura « J'espère que tu as trouvé la paix là-bas ». Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas, car la suite n'attendrait pas les larmes. La galaxie réagit avec un mélange de soulagement et de malaise. Le syndicat Talarani, prêt à lancer une offensive sectorielle, sombra dans le chaos lorsqu'il apprit la fermeture de l'avant-garde. Leurs flottes se démantelèrent. Des capitaines firent défection. Des unités de mercenaires autrefois fidèles à la peur se divisèrent en factions, se disputant les restes et les ruines. Les anciens mondes du Conseil, longtemps fracturés par la rébellion et les conflits internes, décrétèrent immédiatement un cessez-le-feu. Le nom même de Beckett était devenu un avertissement. Sa mort n'effaça pas son ombre. Elle l'allongea. À travers les bastions rebelles et les colonies brisées, le sacrifice de Beckett devint plus qu'un événement. Il devint un texte sacré. Wren Talvek, de son côté, tenta de disparaître. Mais l'histoire l'en empêcha. Il se retrouva ramené à la tête du pays, non par choix, mais par nécessité. Tu étais le seul à le connaître, disait-on. Tu étais le seul en qui il avait confiance. Tu as vu ce qu'il est devenu, tu as survécu. En quelques semaines, Wren fut nommé arbitre provisoire de l'accord Sol, une alliance informelle de factions post-concile, de colonies indépendantes et de chefs de guerre rebelles qui jurèrent de ne jamais oublier le silence laissé par Beckett. Il ne se faisait pas confiance. Il lui faisait à peine confiance. Mais il craignait un retour à la normale. Alors, ils s'accrochèrent à ce que Beckett avait laissé derrière lui, un vide empli de sens. Lors de l'un de ses premiers actes en tant qu'arbitré, Wren fit sceller définitivement le Vanguard. Pas de rénovation, pas de successeur. Ses cœurs de réacteurs furent extraits et dispersés dans 3 trous noirs distincts. Le nœud d'IA, désormais inerte, fut placé dans une chambre forte de stase à bord d'un satellite de surveillance à distance, sous surveillance armée 24 heures sur 24. Personne ne le réveillerait, car même les dieux morts peuvent être dangereux. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ne voyaient pas Beckett comme un martyr, mais comme une occasion manquée. Dans la bordure extérieure, des rumeurs commencèrent à s'élever à nouveau, que l'avant-garde pouvait être restaurée, que l'esprit de Beckett vivait encore, enfoui dans des données dormantes.
La vengeance de l'humanité ne faisait que commencer, et dans un secteur oublié, un commerçant du marché noir vendait un fragment de données intitulé « Mémoire souveraine ». Son contenu, inconnu, crypté, mais il pulsait faiblement, comme un battement de cœur. Cryptide, mais il pulsait faiblement, comme un battement de cœur. Les années passèrent, l'harmonie des âmes grandit, lentement, douloureusement. Une vieille haine couvait sous la surface. Les ressources étaient rares. Les frontières étaient quotidiennement mises à l'épreuve par des pirates et des gouverneurs voyous. Mais aucune guerre majeure n'éclata. Non pas par diplomatie, ni par peur, ni à cause de Beckett. Son nom devint loi, ses actes prophéties, et pour Rentalvec, ce poids ne quitta jamais ses épaules. Une nuit, seul dans les quartiers de l'Arbitre, il ouvrit le dernier message de Beckett, laissé à lui seul, une simple vidéo. Beckett était assis dans sa chambre privée, les yeux fatigués, le visage tiré. « Je ne sais pas si tu regarderas ça un jour, dit-il. Mais si c'est le cas, cela signifie que je suis parti. Cela signifie que tu as survécu, et c'est tant mieux, car tu n'es pas comme moi. Tu crois encore aux gens. C'est quelque chose que j'ai perdu en chemin. » Il baissa les yeux, puis reporta son regard sur la caméra. « J'ai construit l'avant-garde pour terroriser la galaxie et la réduire au silence. Mais le silence n'est pas la paix. C'est juste l'absence de bruit. » Il marqua une pause. « J'espère que tu trouveras une meilleure solution. » La diffusion s'arrêta. Des années plus tard, les enfants des mondes frontaliers grandiraient en apprenant 3 noms. La Terre, Beckett, l'avant-garde. Certains l'adoreraient, d'autres le maudiraient, mais aucun n'oublierait. Et dans l'immensité obscure entre les étoiles, le vaisseau de guerre silencieux dérivait toujours, ni mort, ni vivant. J'attends. Un avertissement gravé dans l'acier. L'humanité se souvient.